Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de OpenAI qui cherche encore et toujours plus d'argent. Ils ont besoin visiblement de 400 milliards de dollars pour construire la plus grande infrastructure informatique de l'histoire. Et visiblement, ils en ont besoin now. Ça tombe bien, on a Martin Pavanello, le cofondateur de Mysteria. C'est l'un des plus gros revendeurs de licences ChatGPT en France et il va nous donner la réalité du terrain et les chiffres exclusifs sur l'adoption. On s'intéresse aussi à Mercor, la startup qui loue des cerveaux pour entraîner les IA des géants comme OpenAI ou Meta. Personne n'en parle en France, mais ils sont passés de 1 à 500 millions de dollars de revenus en seulement un an. Ils sont valorisés 10 milliards. Greg Gambato a rencontré leur CEO et il est là, il nous raconte. Et puis on parle de F5 Networks, ce géant de la cybersécurité piraté pendant des mois par des hackers d'État. La boîte censée protéger les autres était en fait elle-même infiltrée. Kevin Smoot, cofondeur de Zygon et expert en cybersécurité, nous donne tous les détails de cette histoire passionnante. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France et de Navarre. Votre émission commence maintenant. Avant de commencer, merci à vous d'écouter Silicon Carnet en podcast ou sur YouTube. Merci vraiment pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez l'émission, que ce soit sur YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Et puis si vous êtes déjà abonné et que vous vous dites « mais merde, j'ai plus rien à faire », eh bien vous pouvez soutenir Silicon Carnet en devenant membre de l'Hacienda. Ça se passe sur Substack. Et qu'est-ce que ça vous donne en plus d'être membre de l'Hacienda ? Eh bien, ça vous permet d'obtenir l'émission en avant-première avec toutes mes notes et d'en discuter en privé avec moi et les autres membres sur WhatsApp lors de nos événements aussi sur Paris. L'abonnement Substack, c'est ce qui permet à cette émission de continuer. Donc, merci à tous les membres de l'Hacienda. Vous êtes tous extraordinaires. Et vous aussi, vous pouvez rejoindre cette grande famille et échanger avec nous au quotidien. J'ai mis le lien dans la description. Silicon Carnet, c'est 2 fois par semaine, le mercredi, le samedi à 8h30 du matin. Pour tremper dans votre café. Ah, ne bougez pas, on a un job pour vous avec notre partenaire Digital Selection. C'est le grand retour de la rubrique Qui veut du travail. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, dans Qui veut du travail, Pricing Hub recrute un Pricing Account Manager. C'est un poste à la croisée du business, de la data et de la tech. Ta mission, c'est aider les grands retailers comme Leroy Merlin, Decathlon ou Franprix à optimiser leurs prix avec une plateforme SaaS boostée à l'IA qui leur permet d'ajuster leurs tarifs en temps réel et de protéger leurs marges. Bref, c'est du pricing intelligent. Si t'aimes les chiffres, la stratégie et que t'as envie d'avoir un vrai impact dans le domaine du retail, j'ai mis toutes les infos et le lien pour postuler dans la description. Allez, on commence l'épisode. Donc, je le disais, OpenAI cherche 400 milliards de dollars pour les 12 prochains mois. 400 milliards, hein, je parle bien en milliards. On a un peu l'impression, les gars, que les milliards, ça a remplacé les millions. Hein. Je sais pas si ça vous a fait cet effet, mais plus personne parle de millions. Quand on voit les news, on se demande toujours, attends, c'était millions, milliards, ou quand on redonne ou trillions, ouais. Mais quand on redonne la news à quelqu'un, après, on est toujours obligé de vérifier. On sait jamais. J'ai l'impression que ça a déjà été annoncé, en plus. On sait plus si ça n'avait pas déjà été annoncé une fois, parce qu'ils ont annoncé 200, puis 100, puis re 200, puis 400. Donc on sait plus de quelle centaine on parle. C'est c'est dur. Oui, c'est ça. On sait plus, parce que même moi, quand, en fait, c'est un article d'Edouard Zitron, qui était, le petit-fils de Léon, Zitron. Vous avez pas la référence. C'est un truc de boomer. C'est un vieux. Ouais, on sent là. Là, j'ai senti le gros vide. Le gros vide. Tu l'as senti, le vide du boomer qui s'écoute, quoi. Tu vois? Léon Zitron, ça vous dit rien, vous, Léon Zitron. Attendez, si on le demande à ChatGPT. C'était un animateur sur Twitch, c'est ça. C'était un des premiers animateurs de Twitch à l'époque, qui avait une émission, qui s'appelait Interville. Non, mais cet article d'Edouard Zitron, publié sur un super blog qui s'appelle Where is your head at, c'est assez intéressant. Head avec bien sûr le jeu de mots Edouard tête, quoi. C'est toi qui me l'as envoyé, Kevin. Ouais. Et c'est vrai que la remarque là de Martin, je me la suis faite, je me suis dit ok, mais il parle de quel 400 milliards, quoi, parce que on sait plus. 400 milliards, c'est quand même 4 fois le budget annuel de la NASA. Hein, C'est le budget de fonctionnement de l'État français. Je regardais tout à l'heure.
Ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu disais avant. Au final, on sait plus de quels 100 milliards, 200 milliards, etc. on fait. C'est un peu Liliane Bettencourt, tu vas voir, j'ai besoin de 10 balles, j'ai besoin de 1000 balles, tu reviens 5 fois, elle oublie, elle te redonne un peu d'argent de son porte-monnaie. Et là, en fait, lui, il a fait le travail, il a été prendre toutes les annonces annonces croisées d'investissement, les annonces de demande, etc. Puis il a fait l'addition. Il a regardé combien de gigawatts de capacité informatique on voulait aller chercher, dont OpenAI avait parlé, c'était engagé avec des partenaires différents. Et puis il a fait la somme en bas, il a vu 400 milliards. Voilà, c'est ça. Là, la grosse question se pose avec tout ce qu'ils ont déjà levé, où est-ce qu'ils vont aller chercher ces 400 milliards et surtout la question encore plus intéressante, c'est même si on va chercher ces 400 milliards, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec 400 milliards à l'échelle on va chercher demain. Alors, petit rappel quand même sur ce fameux Édouard Zitron, qui n'est donc pas le petit-fils de Léon, mais c'est un journaliste, un essayiste tech britannique. C'est un Anglais, donc il est basé aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui critique régulièrement la Silicon Valley et notamment les excès des grandes entreprises technologiques. Et je crois qu'il aime pas trop OpenAI. Donc c'est quand même bon de le rappeler. OpenAI vise donc dans son papier une capacité de 250 gigawatts. 2,20 gigawatts d'ici 2033, avec un coût estimé de 10 000 milliards de dollars. Donc ça, c'est le coût que coûterait cette infrastructure de 250 gigawatts d'ici 2033. Totalité d'ici 2033, ouais, c'est ça exactement. Ok. Et les 400 milliards viennent sur comment on amorce ce plan. Qu'est-ce qu'il faut mettre en marche demain pour commencer ce plan de 10 000 milliards de dépenses? Ah d'accord, les 400 milliards, c'est juste pour... c'est la compte, quoi. C'est l'amorçage, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il faut sortir demain, voilà. Faut bien lancer la boîte, ouais. Pour les 12 prochains mois, quoi, en fait. Ouais. D'accord. Ouais, je lisais dans l'article, c'est très intéressant. Ça voudrait dire 10 000 milliards de dollars d'ici 2033. Ça reviendrait à construire un Google tous les 2 mois pendant 10 ans. Après... Alors, je le dis pour la France, parce que j'ai gueulé dans le dernier podcast en disant « Il est où le Google ?» Parce que ça fait 10 ans qu'on essaye de construire en France un Google. Et là, ils veulent en construire donc un tous les 2 mois pendant une décennie. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat, plus d'1 Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. En fait, ce que Altman est en train d'essayer de construire, c'est vraiment de se dire, ben voilà, on va tout produire. C'est-à-dire qu'on va produire des chipsets parce que Nvidia ne suffira pas, même si il y a 100 milliards d'investissements d'Nvidia. Et on a vu qu'ils ont fait des deals avec d'autres que Nvidia parce qu'ils comprennent que Nvidia n'aura pas la capacité de tout fournir. Et je pense qu'ils n'ont pas renoncé non plus à fabriquer leur propre chipset, leur propre usine, voire même leur propre centrale nucléaire, puisque on sait que Sam Altman a aussi investi dans un projet de mini centrale nucléaire qui d'ailleurs est déjà coté en bourse, qui est très intéressant pour contrôler sa propre énergie. Donc on est face à un mec là qui a une vision presque étatique quoi en fait de sa boîte, c'est-à-dire qu'il fabrique il fabrique OpenAI comme un État dans l'État. Et ça, vu de la France, on a l'impression d'avoir une sorte de tech impériale, quoi, en fait, d'avoir une sorte de... Oui, c'est ça, c'est Star Wars, quoi. C'est l'empereur qui essaye de choper toute la galaxie et de coloniser toute la galaxie. C'est comme ça que c'est vu.
je sais pas, je vous m'adresse à toi, Kevin, qui en France, quoi, c'est comme ça que c'est perçu, non, quand on dit ça. Ou est-ce que les gens n'ont pas conscience de ça? Je pense que les gens n'ont pas conscience de la grandeur je parle le commun des mortels n'a pas conscience de la grandeur de l'ambition de ces boîtes et jusqu'à combien de temps ils vont essayer au moins de le faire avant d'échouer. Parce qu'en fait, il y a la différence entre des annonces qui sont creuses, il y en a aussi dans la tech. Et là, ils enlèvent une fraction de cet argent, mais ils déroulent quand même des choses. Moi, je veux revenir quand même sur le chiffre des 250 gigawatts, etc. Parce que on dit c'est un quart de la capacité énergétique américaine. Elle n'est pas disponible, ce quart-là. Oui, au maximum, et aujourd'hui, c'est déjà sous tension. Voilà, ils sont déjà consommés. Et c'est déjà sous tension. Donc en fait, c'est que de la capacité additionnelle. Pareil pour les chipsets, pareil pour l'ensemble de l'infrastructure. Et c'est là où on arrive, je pense, à la limite du modèle. C'est, je vais mettre ma casquette Jancovici 5 minutes, mais il y a un moment, c'est 250 gigawatts. Attends, faut que je prenne mon arsenic. On va tous mourir. Donc vas-y, fais ton Jancovici. Enfin, Jancovici 5 minutes, mais 250 gigawatts, c'est du cuivre. Il y a des supply chains qui sont déjà sous tension, qui sont censés délivrer ça. C'est pas parce qu'on a 400 milliards. Si même demain on mettait les 400 milliards sur la table, soudainement les supply chains ne pourraient pas aller fournir les tonnes de cuivre, les tonnes de silicone, et la transformation et les machines pour faire la transformation de ce silicone en... C'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de supply. De supply. Les terrains pour tout ça. Ouais. Bon, t'inquiète, aux États-Unis, il y a de la place. Bon, la place, on en a aux États-Unis, mais les terres rares, par contre, on les a pas forcément pour fabriquer les chipsets et même le cuivre. Et c'est là où on revient un peu, je pense, faut revenir un peu sur terre sur ces promesses-là, où, Sam Altman se rêve de ce grand entrepreneur incroyable, limite à un niveau étatique impérial, comme tu le décris. Je pense que c'est littéralement l'échelle à laquelle on parle. OpenAI, ça marche, mais ça fait 10 milliards de revenus. Ok, c'est une fraction de ces 400 milliards. 13 milliards de revenus. Mais c'est énorme, c'est énorme en 3 ans, quoi. C'est pas mal. Ils vont faire 35 l'année prochaine. Mais c'est le ratio entre ces 10 milliards d'investissements, parce que là, on parle de 400 milliards l'année prochaine. On dit pas sur la vision totale. On parle de 10 000 milliards d'investissements. Ça veut dire 1000 fois plus. Enfin, c'est 1000 ans de leur revenu actuel. Sur 8 ans. Voilà. Donc, je veux dire, c'est là où il faut revenir un peu je pense, un peu sur terre. Et je pense que Altman fait son boulot. Plus c'est gros, plus ça passe. Le boulot, c'est d'aller chercher de l'argent. C'est le boulot de CEO Tech. Et après, une fois qu'on a de l'argent, on le met à utilisation la meilleure manière possible. Mais c'est le boulot du CEO Tech. Il fait ce boulot à perfection. Mais on n'est pas obligé de bouffer tout cru. C'est Bobard de l'autre côté en étant adoubé, en étant à genoux devant sa malle. Ok, Kevin, je t'entends. Je rappelle que tu as vécu dans la Silicon Valley pendant plusieurs années. Oui, bien sûr. On les connaît, les plus gros, plus c'est gros, plus ça passe, on les connaît, on les a vu passer. Ouais, mais t'as oublié un truc. Je suis assez étonné d'ailleurs de cette amnésie soudaine, quoi, de ta part, ou peut-être une forme de lobotomisation par ton retour en France et on t'a refait passer par des stages à la Jack Ma, peut-être, j'en sais rien. Mais est-ce que vous criez à la folie des grandeurs? Vous dites oui, non, mais c'est pas possible et tout ça. Mais Greg, toi qui vis aux États-Unis et qui vois le rêve américain. Alors attends, je vais juste couper ça 2 secondes parce que c'est pas une remarque de petit français. Tu vois qui c'est André Karpathy quand même. C'est un des fondateurs d'OpenAI qui est parti chez Tesla. Il a signé un billet de blog il y a 2 jours pour dire que juste les agents, il y en avait pour au moins 10 ans de roadmap avant que ça marche au niveau où on s'y attend. C'est Karpathy, c'est pas un français, c'est pas quelqu'un qui est pas dans les AI, c'est pas ça. Je pense que il faut arrêter de faire une opposition du non-réalisme du truc entre des annonces complètement barjots des founders qui ont plus que ça à faire. En fait, c'est pareil du côté d'Anthropic. Ils ont plus que ça à faire. Ils ont déjà tellement levé que le seul truc qu'ils peuvent vendre ensuite, c'est le changement complet du monde derrière les AI. Ils peuvent pas promettre plus que
que ce qu'ils ont déjà promis. Ils sont obligés d'aller complètement dingue pour aller lever la suite de l'argent qui est nécessaire. Et si ils ont raison? On n'est pas obligé de gober. Mon point, c'est on n'est pas obligé de gober. Non, mais vous tout avez cru déjà. Non, mais attends, je te parle de toi en tant qu'Europe. Vous avez loupé déjà le virage de l'internet avant, du cloud, du SaaS, etc. Ça vous suffit pas. Vous vous dites pas, là peut-être merde. Cette fois, on va se dire, ah mais merde, on va pas se faire avoir cette fois. On va peut-être y croire. Non, vous dites. Continuer à dire. Je représente pas l'Europe. Je vais représenter André Carpati, tu vois, qui est dedans et qui dit c'est pas ça. On n'y est pas sur ces sujets-là. Et pour le coup, faut pas opposer l'Europe. C'est-à-dire même là où ça s'y passe, ces annonces-là détonnent. Enfin, on n'a jamais annoncé dans la Silicon Valley, on n'a jamais annoncé autant de besoins de capital que ça. On hallucinait déjà il y a quelques années quand on parlait de Magic Leap qui faisait de l'augmented reality avec des valorisations de dingue. Et déjà ça détonnait dans la Silicon Valley parce que on se demandait ce que c'était. Oui, non, mais ça c'est clair, c'est beaucoup d'argent. Et ça va marcher. Mais c'est beaucoup d'argent même pour la Silicon Valley. C'est mon point. On n'est pas obligé de gober ça tout cru en disant il y a pas de problème, ça va se faire. Les États-Unis sont un pays qui ont un sentiment de destinée et de conquête. C'est comme ça. Tu ne vas pas les changer. Et je pense que ce qu'ils font là, c'est pas quand tu dis oui, c'est des bobards. Non, ils font ce que les Américains font. Ils considèrent que c'est à l'échelle de la conquête spatiale ou de la révolution industrielle auquel ils n'ont pas participé parce que c'est l'Angleterre qui avait le lead sur la révolution industrielle. Et donc je pense qu'ils sont là comme ça dans cette et que nous en face, on a une sorte de regard un peu précautionneux parce que c'est notre nature aussi par rapport à ça. C'est ça la question que je pose juste avant que tu réagisses, Greg. Il y a ce devoir de conquête, quoi, j'ai envie de dire, de la part des Américains. Quoi qu'il en coûte, c'est le mythe de la frontière. J'aimerais bien qu'on parle du mythe de la frontière. C'est un vrai sujet qui est pas du tout compris en France. On prend ça pour de l'exagération, du bullshit ou des trucs comme ça, alors que le mythe de la frontière, c'est un truc qui a défini l'identité américaine. Elle s'est construite, cette identité, sur cette conquête constante de nouvelles terres. Alors ça se manifestait à l'époque du 19e siècle par la conquête de l'Ouest, et il y a eu toute cette littérature et tout ce cinéma de Hollywood qui nous a montré ces colons dans la petite maison dans la prairie, là, partir à l'Ouest, machin, mais ce n'est pas simplement une conquête géographique, c'est vraiment une conquête dans la tête, quoi. C'est-à-dire que cette frontière, c'est une frontière qui est mouvante. C'est l'idée de dépassement, de se dépasser sans cesse ce qu'on considère aujourd'hui comme une limite justement géographique ou voire même physique. C'est là avec Jean Covici qui est le comment dire le schisme. C'est que eux considèrent que la planète et les limites planétaires ne sont pas des limites qui s'appliquent aux Américains. C'est taré, hein. Mais eux pensent véritablement ça, c'est-à-dire que si on avait si on s'était limité aux limites physiques, on n'aurait pas été dans l'espace, machin, et c'est nous qui y avons été. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Je dis pas qu'ils ont raison, mais c'est comme ça qu'ils raisonnent. Et moi, je le vois dans ces, juste pour terminer, je vois dans ces Sam Altman juste des Américains qui raisonnent à l'américaine, avec la notion de frontière. C'est ça ce que je voulais dire. Une réaction par rapport à ça. Cette notion de frontière, il y a les 200 dernières années d'histoire leur ont donné raison sur leur mode. L'argument, c'est que les États-Unis comme la Russie, c'est un pays extrêmement riche en ressources qui ont jamais été touchées, et donc c'est l'Eldorado de ce point de vue-là où ils peuvent l'avoir. Mais pour dépasser le pas là, je pense que là, ce que tu veux dire là, juste Kevin pour préciser, tu veux dire que ils ont, et c'est ce que dit Jean Covici, ils ont le bénéfice de leur géographie et de leur topologie, c'est qu'ils ont de la matière première que nous n'avons pas, et de l'énergie notamment sur leur territoire que nous en Europe, nous n'avons pas, mais que même ça ne suffit pas, c'est ce que tu dis, même leur capacité et leurs ressources ne suffit pas à nourrir le plan qui aujourd'hui est annoncé. Ne suffira pas ce plan-là ou d'autres, mais voilà. Mais je pense que le point intéressant, c'est ce que Greg faisait au début quand on en a parlé, c'est l'alignement politique, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, du coup, on prend ce chemin qui est un chemin business non idéologique à la base, qui est je lève des fonds pour créer un produit, pour le mettre sur le marché et faire de l'argent pour tout le monde. Et il s'aligne du coup très fortement, comme tu le marques, avec cette idée, cette idéologie dont les États-Unis sont très friands, particulièrement en ce moment
avec le retour de Trump, de Trump, ils veulent entendre ça. Et donc, on arrive sur ce qui se passe également dans des stocks du type Tesla où ça devient un culte. Les chiffres ne sont pas plus du tout alignés avec la réalité des annonces, des ventes, etc. C'est des stocks qui deviennent des cultes. Et là, on est vraiment sur ce même truc. Et là, ça devient, moi, je pense, dangereux. Vous en parliez la semaine dernière dans l'épisode sur la bulle qui va exploser, les espèces d'alignement, de promesses, etc. les uns les autres qui se prêtent de l'argent et font ça. Mais je pense que là, ce qui devient dangereux, c'est l'alignement absolu entre les deux sujets, quoi, qui est revoir le renouveau des États-Unis à travers l'AI et les investissements là, où derrière, on le voit, la population, mine de rien, aujourd'hui, on dit que c'est une K-shape. En gros, il y a l'AI qui monte et tout le reste, globalement, se casse la gueule. Non, on en a parlé la semaine dernière. Oui, c'est vrai que si t'enlèves l'IA, peut-être que même le GDP américain donc, il va y avoir un culte, mais à un moment, le culte, ça fait pas bouffer, hein. Et il va y avoir des vrais sujets derrière. Mais je te laisse réagir parce que c'est toi qui as amené l'idée de l'alignement entre le politique et... Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première est la partie culturelle, t'en as parlé. L'autre chose, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est une entreprise technologique, si je vous disais qu'une boîte passait de 10 millions de chiffre d'affaires par an à 35 millions, vous me direz que c'est incroyable. Et on est tous d'accord sur le fait que de dire que OpenAI va passer de 10 milliards à 35 milliards, ça nous paraît crédible. C'est-à-dire, on est quand même à 1000 fois plus. Ça paraît crédible. Ça paraît pas difficile, etc. Mais il y en a aucun de nous qui a dit c'est complètement délirant. Par rapport au plan de 400 milliards l'année prochaine, où là, on est tous d'accord sur le fait qu'ils exagèrent un petit peu. Du coup, déjà, ça pose un nouveau standard. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre des chiffres d'hypercroissance de start-up et on l'applique à des boîtes qui sont 1000 fois plus gros. Et du coup, quand tu continues à faire ce jeu, c'est-à-dire eux, ils vont voir des capital risqueurs et ils leur disent, on vous promet de continuer à grossir quasiment à ce niveau-là. Du coup, en fait, ils tirent tout. Et là où on a complètement changé de dimension, c'est qu'avant, on jouait avec les limites du monde physique. C'est-à-dire, on était une entreprise et on disait, je joue dans le monde économique de mon État, du monde économique. Et là, je disais tout à l'heure, on est passé dans le monde politique. Et quand on regarde que le GDP américain, le PIB américain, c'est 27 000 milliards par an, et qu'on se rend compte qu'on n'est plus passé du monde économique, mais qu'on est passé à la politique étatique et à la dépense publique, à l'investissement, en fait, qui va presque prendre le relais de l'État. Et quand on met ça en perspective, on se dit, en effet, un investissement de 10 000 milliards pour un pays qui fait 27 000 milliards de PIB par an sur les 10 prochaines années. 29 000. Mais 29 000 milliards, pardon. Ah oui, c'est le chiffre 2023, 27, je crois. Et du coup, quand tu prends ça, en fait, c'est juste qu'on a changé de jeu. Avant, on avait des entreprises qui bossaient dans le bon économique. Là, elles sont passées dans le monde politique, étatique. Du coup, on continue à tirer. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'on peut passer au niveau politique. On peut commencer à projeter des chiffres de croissance au niveau de la nation, ce qui n'a jamais été fait avant, parce qu'on n'a jamais vu un État qui était capable de faire ce niveau d'investissement-là. C'est cool. Mais là où ce que tu dis, Kevin, c'est que par contre, en termes d'opération, ça n'a jamais été fait. La croissance d'une start-up au niveau d'un État n'a jamais été fait. Et ça, là où on dit, mais en fait, on va se heurter aux limites du monde physique. Et moi, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de transformer l'État américain en pas start-up, scale-up, mais nation-up, tu vois? Est-ce qu'on va être capable de passer à ce niveau-là? Est-ce que OpenAI va devenir la première entreprise qui grossit à la vitesse d'une start-up tout en ayant la taille d'un État-nation? Moi, c'est ça la question. C'est ça le pari d'Altman. Historiquement et culturellement, je vais vous citer une citation donc de Turner, qui est ce mec. Turner, c'est lui qui justement a ce concept là dont je parlais tout à l'heure de Frederick Jackson Turner de frontières, c'est lui qui l'a inventé. En 1922, voilà ce qu'il écrivait, en parlant des Américains. Les Américains ne sont pas entièrement dictés par le climat, la géographie, les sols ou les intérêts économiques. L'influence de leur origine, ce qui c'est quand même fort comme terme, quoi. Les idéaux hérités, les facteurs spirituels l'emportent souvent sur les intérêts matériels. Donc, tu vois, c'est vraiment un peuple élu. Et c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est que les Américains se considèrent comme un peuple élu qui peut agir sur la physique. Et eux considèrent que l'homme sur Terre, et c'est là toute la différence avec Jean Covici, transforme la matière. Et qu'elle est capable, en transformant la matière, de surpasser les lois de la géographie, de la physique. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est ça leur mentalité. C'est comme ça qu'ils pensent. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de prendre qu'on a pris la logique start-up puis scale-up. Maintenant, on le met au niveau de la nation. On a un gouvernement qui pousse dans cette direction.
qui est devenu le narratif pour la prochaine élection. On passe le niveau d'investissement, on passe de vous devez investir dans notre boîte à on doit investir dans l'infrastructure, et on voit ce changement de narratif. En fait, avant on disait je vais lever de l'argent pour que la boîte aille plus vite, et aujourd'hui on dit on doit équiper notre État de cette infrastructure pour que moi je puisse grandir. Et la question c'est à quel moment est-ce qu'ils vont se prendre le mur de la physique, et peut-être, moi je suis sûr qu'ils vont se le prendre, mais peut-être qu'ils vont se le prendre beaucoup plus tard que ce qu'on imagine. Avant de reprendre cet échange, je voulais te parler d'une société qui m'a vraiment impressionné. Elle s'appelle Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 euros. Concrètement, tu peux co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages. Moi, c'est des artistes que personnellement j'adore. Ils ont marqué l'histoire de l'art et ils sont reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. Depuis 2023, les membres de Matisse ont déjà investi dans 65 œuvres et ils m'ont dit que 16 œuvres ont déjà été revendues. Si le sujet t'intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Il y a un point quand même qu'on mentionne pas, il y a le mur de la physique, il y a le mur des investissements. Moi je trouve il y a beaucoup d'annonces qui sont faites de chiffres, mais qui payent? Parce que concrètement, derrière ces investissements, on font un rendement et les Saoudiens ils sont gentils, mais ils vont peut-être pas nous donner leur argent à l'infini. Quand je dis je me rentre dans ce grand schéma tu deviens américain. C'est grand famille de l'IA. Non mais c'est un sujet et je serais ravi qu'ils continuent de financer tout ça pendant longtemps, mais il y a un moment donné, c'est aujourd'hui nous ce qu'on voit en Europe et c'est pas les mêmes ordres de grandeur, etc. Mais tout le monde dit il y a une surchauffe sur data center et la surchauffe elle vient pas de pour le coup est-ce qu'on manque de data center, est-ce qu'on en a trop, est-ce qu'on produit, c'est les gens qui ont payé n'ont pas de rendement, n'ont pas en tout cas le rendement escompté sur ce qui a été investi. Là le sujet des 400 milliards d'OpenAI, c'est que soit on se dit on trouve du privé pour le faire sur de la startup, sur de la scale-up, sur déjà quand on monte, il reste plus que SoftBank, et globalement, toutes les boîtes qui ont levé 10 milliards de dollars, il restait plus que SoftBank. On se dit, OK, pour lever 20, pour lever 30, 40, il y aura peut-être d'autres privés, ça va être dur. Soit on se dit, en fait, on rentre dans des jeux où il va falloir lever des centaines, des milliers de milliards de dollars. Donc, il y a que des États qui peuvent financer ça. Et l'État américain, et tout porte à croire que l'État américain va plutôt avoir tendance à baisser sa quantité de dette dans les prochaines années plutôt qu'à l'augmenter, vu la situation. Donc, c'est là où c'est dur d'imaginer comment concrètement ça va être fait, quoi. Et non, parce que c'est le narratif d'Elon Musk qui dit on va faire baisser la dette parce qu'en fait on va gagner la bataille de l'IA, ça va nous donner un avantage tel qu'en fait on peut dépenser ce qu'on veut. Et si je vous disais demain qu'un État sur les 10 prochaines années, il allait commit 7% ou 8% de son budget annuel pour gagner la bataille de l'IA et devenir la première superpuissance mondiale au sens hégémonique, tu vois, la fin de l'histoire telle qu'on nous l'avait annoncé, vous me diriez un État qui va en dépenser 7-8%, ouais, pourquoi pas, face à l'enjeu, pourquoi pas. C'est le plan d'investissement de Sam Altman. C'est 7 à 10% du budget américain sur les 10 prochaines années. Ouais, mais là aussi, parce que je suis d'accord, mais le budget américain, il vient d'où? Et la dette américaine, elle vient d'où? Elle vient d'autres pays qui financent le train de vie, quand même. C'est à chaque fois qu'il y a des plans comme ça annoncés par l'État américain qui financent, c'est aussi parce qu'il y a des Singapouriens qui achètent des bonds de l'État américain. Et à un moment donné, vous oubliez un truc, les gars. Vous oubliez un truc. Pour le moment, tous ces financements sont privés. Moi, ce que je vois gros comme une maison, là, c'est qu'on n'a pas encore tapé dans l'américain, dans le portefeuille de l'américain. Donc, la deuxième étape, c'est que là, on est en train de nous faire rêver. C'est les frontières, machin, le rêve américain, la destinée, tout ça. L'étape d'après, c'est OpenAI rentre en bourse, les cocos. Et tous les Américains vont acheter parce que c'est le cheval, c'est le cowboy, c'est le lonesome cowboy qui pousse la frontière. Et tous les Américains vont acheter du OpenAI. C'est la prochaine étape. Et là, il y a plus de problème. Tes 10 000 milliards, tu vas les avoir. Et tes 10 trillions de dollars. Il parle infrastructure, faites attention. Il parle d'infrastructure, vous avez pas vu? Qui restera en plus. Oui, ouais. Il parle d'infrastructure. Donc là, il est en train de mettre un coup de pied pour moi, un petit coup de coude à l'État américain. Et après, il y a le côté infrastructure et le côté levée de fonds pour la boîte. Et c'est pour ça qu'il parle d'infrastructure, il parle pas de sa prochaine levée de fonds. D'ailleurs, et c'est pour ça c'est juste, il a pris les chiffres et il se dit, il y a un monde où ça se passe. Alors, on parle toujours des grands du secteur de l'IA, mais Greg, tu voulais nous parler d'un acteur qui est moins connu, qui s'appelle Mercor. C'est vrai que on n'en parle pas souvent. Notamment, j'ai cherché en France des podcasts, des articles sur, j'ai rien vu.
Et c'est une boîte qui s'est discrètement développée, mais à une vitesse de taré. Et tu as rencontré son CEO, Brendan Foodie. Et je voulais que tu nous racontes l'histoire de cette startup. D'abord, cette startup, qu'est-ce qu'elle fait, Greg? En gros, en fait, elle s'est un peu positionnée. Tu sais, on a vachement entendu parler de Scale AI quand ils ont été rachetés. Oui. Et en gros, ce que fait Scale AI, c'est que ça permettait d'entraîner les modèles. C'est-à-dire, en gros, tu disais, tu avais des gens qui se retrouvaient et qui disaient voilà ce que fait ChatGPT 3, tu vois. Genre, voilà la question, 2 réponses générées par l'IA, par le modèle, laquelle est la meilleure. Ouais. Et en faisant ça, tu pouvais faire l'entraînement. Et en fait, on a beaucoup parlé de pré-training. Donc, c'est la phase où en fait, tu collectes toutes les données d'Internet, tu les rentres dans le modèle, et ça te fait un modèle plus intelligent. Et plus tu collectes de données, plus ton modèle est intelligent, entre guillemets. Désolé, je le fais vraiment en mode basique. Hein. Et après, tu as la partie post-training, où une fois que ton modèle a tout incorporé, c'est comme un enfant de 5 ans qui sait tout, qui Tu lui fais faire une interro écrite, quoi, c'est ça. Voilà, qui a tout vu. Mais quand il prend un verre, il sait en théorie que le verre, faut le prendre, il faut le faire ça. C'est comme la première fois que tu montes les escaliers. C'est pas parce que tu as vu des centaines de personnes monter les escaliers que tu vas y arriver. Et ben ton modèle, il est un peu comme ça. Il essaie de monter les escaliers, mais il se pète la gueule au début. Et du coup, il faut lui apprendre. Et ça, c'est le post-training. Tu vas lui apprendre et tu vas lui dire, tu sais comment monter les escaliers, vas-y, monte ta marche. Oh, regarde, là, quand tu fais ça, ça tombe. Là, quand tu fais ça, ça marche, etc. Et du coup, ça lui permet de progresser. Désolé n'hésitez pas si ma métaphore n'est pas parfaite. Non, c'est bien, il explique bien, chef, hein, et du coup, le post-training, c'est ça. Et donc là, c'est là où sont arrivés Scale, etc. C'est de dire, il faut arriver vers du post-training. Au début, c'est des humains qui, en gros, tu prenais des centaines de milliers d'Indiens, au début beaucoup, et ils disaient, non, là, il y a des fautes, là, c'est complètement con, etc. Sauf que, en post-training, on s'est amélioré. Donc, en pré-training, on a vite collecté toute la donnée. Et en post-training, on s'est amélioré petit à petit. Et au début, on demandait des choses assez basiques. Il y a 2 ans, corriger ChatGPT, c'était facile. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Parce que ChatGPT est devenu super smart. De plus en plus intelligent. Exactement. D'accord. Et en fait, il est de plus en plus entraîné. Et du coup, ton enfant qui sait tout, surtout, et qui des fois prend des champignons, on tient à le préciser, eh ben, il a appris à monter les escaliers, il a appris à courir, etc. Et là, il commence un peu à faire flipper, tu vois. Sauf que là, il vient de rentrer à la fac. Et là, papa et maman, ils voient qu'ils peuvent plus beaucoup l'aider. Ouais, mais le jeu est très bonne. C'est quand tu arrives à un stade où tu peux plus aider tes gamins à faire les devoirs parce que t'es dépassé. C'est exactement ça. Exactement. Ouais. Et là, du coup, on a besoin d'êtres humains qui sont plus juste des gens qui t'apprennent à monter les escaliers parce que n'importe qui peut apprendre un enfant de 2 ans à monter les escaliers. Il y a 3 ans. Il y a très peu de gens qui peuvent expliquer à quelqu'un qui fait des maths en PhD comment progresser. Et du coup, le pool d'humains que tu peux aller chercher est beaucoup plus faible. Et en gros, Scale a aidé sur monter les escaliers. Et ce que fait Mercor, c'est qu'il dit, on va t'aider à devenir aussi bon qu'un un niveau de doctorant. PhD en maths. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils sont allés chercher des milliers de personnes. Et en fait, ils les aident à entraîner l'humain. Et du coup, ce truc très basique de dire gauche ou droite, ils continuent à le faire. Alors sur des modèles qui sont plus complexes, avec un système de reward, avec des traces, etc. Mais un système de récompense du modèle, peu importe. Mais en tout cas, ils arrivent à faire ça. Et ils font ça pour la finance, ils font ça pour les maths. Là, je montre des exemples de postes qui sont ouverts. Donc ça se présente un petit peu comme sur Malte. Hein. En gros, t'as des offres de jobs, quoi. Et là, par exemple, c'est un expert en chimie. Ils cherchent un expert en chimie. Et ils vont prendre 20 experts en chimie. Et ces 20 experts en chimie, quand ils auront fini d'expliquer au modèle tout ce qu'ils savent, bah, ce modèle sera capable de faire ce que font les experts en chimie sur les sujets sur lesquels ils l'ont entraîné. Et ça te parle, ça, forcément, Martin, là, parce que on est au cœur de ton truc, là. Toi, t'as intérêt à ce que ces grands modèles soient entraînés sur tout un tas de sujets comme ça, experts, parce que de ton côté, après, c'est ce que tu vends en fait aux PME, quoi. Ouais, alors je dirais que autant la première partie de tout ce qu'a fait Scale AI, ça c'est sûr qu'il y a eu un gros besoin pour avoir des modèles, je dirais, qui atteignent une intelligence, là aussi, c'est pas le mot, mais disons une intelligence minimum. Aujourd'hui, c'est assez dur de voir justement l'impact que va avoir, là aussi, si je grossis le trait, un Mercor sur le passage d'une intelligence GPT-5 à une intelligence GPT-6. Quel va être la niveau de performance qu'on va réussir à atteindre grâce à ces techniques-là? C'est sûr qu'on va atteindre une performance plus forte. Est-ce que ça va changer l'utilisation qu'on en a au quotidien sur un chatbot? Je sais pas. C'est assez dur à voir. Est-ce que ça va changer la manière dont on fait des agents et qu'on automatise des process? C'est à peu près sûr. On a besoin de modèles plus intelligents et plus flexibles. Mais sur l'utilisation quotidienne, moi je dis tout le temps, quand on met aux collaborateurs GPT-5, GPT O1, O3, je sais plus ce qu'il y avait récemment, O1 Preview, O3 Mini, c'est impossible pour un collaborateur de faire la différence parce que déjà utiliser le moins bon de ces modèles-là très très bien, c'est assez dur. Donc je dirais que c'est plutôt, je séparerais bien en deux, c'est plutôt pour une utilisation plus avancée de ces outils-là, notamment toute l'agentique et des modèles après de recherche beaucoup plus avancés. Mais sur l'utilisation quotidienne, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les modèles qui sont aujourd'hui sont déjà sous-exploités. Je sais pas si vous le voyez comme ça, mais sur l'utilisation bureautique.
nous, sur la partie code, parce que nous, du coup, on est un concurrent de Mercor sur la partie code, et on fournit ces environnements de renforcement de learning, mais sur des sujets genre assembleur, C, C++, Rust, Go, des trucs un peu hardos. Et nous, on voit vraiment le niveau qui monte des modèles. Parce qu'on est à la limite de ce modèle en permanence quand on code, et avec les gens avec qui on travaille sont sur des projets très très complexes, genre dans l'industrie automobile, dans le jeu vidéo, etc. Nous, les gens de notre communauté, c'est des mecs qui bossent chez Ubisoft, chez Renault, alors je vous donne les boîtes françaises, mais il y a d'autres boîtes qui ont le niveau, c'est master minimum et ça va jusqu'au PhD, et eux, ils voient que ça monte. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que eux, ils voient que ça monte parce qu'ils sont les mains dedans. Et c'est d'ailleurs assez drôle parce que j'ai fait un post LinkedIn sur le fait qu'on pouvait faire du front-end et les gens disent non, ça marche pas l'IA pour faire du front-end. Si t'es vraiment en production, ça marche pas, blablabla. Et ça, à mon avis, c'est l'usage. Les gens ont vraiment un accent comme ça. Oui, comme ça. Et c'est incroyable parce que quand ils parlent comme ça, tu le vois dans dans la façon dont ils écrivent. Ouais. Et en fait, il y a ça. Et du coup, il y a vraiment, je suis d'accord, ce fossé entre les développeurs au quotidien qui l'utilisent quand ils ont le temps, un peu en mode, je vais faire ça, ça va aller plus vite, et les gens qui l'utilisent le modèle vraiment au maximum de ses possibilités. Et je pense que utiliser le modèle au maximum de ses possibilités, c'est avant tout une façon de convaincre, de signer des gros deals avec des entreprises qui, en fait, ont du mal à recruter ce type de talent et qui sont prêts à payer des centaines de millions parce qu'aujourd'hui, ça les limite. Aujourd'hui, une banque française, avec une infrastructure en COBOL, donc un langage de programmation très compliqué, enfin, très ancien avec peu de gens, ça leur coûte entre 3 et 5 milliards par an de juste maintenir l'infrastructure informatique. Et après, c'est marketing. J'ai un agent du niveau PhD. Donc, du coup, toi, quand tu es une petite PME, tu te dis, je vais pouvoir utiliser un truc au niveau PhD. Donc, moi, c'est un peu le truc que je vois. Tu as un peu la masse. Tu as les entreprises qui ont payé à payer très, très cher. Et après, tu as la partie marketing de nous, comme on est les meilleurs, bosser avec nous et ça te signe des contrats avec des gens qui, en fait, vont utiliser ton modèle à 30% de ses possibilités. C'est un peu mon framework. Mais en tout cas, les gens qui sont à la frontière, il y en a pas tant que ça, eux, ils sentent chaque mois que ça, chaque mois, à chaque release sur les concurrents, que ça, on avance. Nous, ce qu'on voit peut-être sur l'utilisation quotidienne des chatbots classiques, c'est que pour le coup, on sent quand même encore que ces IA, elles ont eu du mal à s'entraîner avec des situations un peu de la vie réelle, quoi. On sent que quand tu lui expliques quelque chose à un ChatGPT ou autre, que ça manque d'entraînement. Et là-dessus, je sais pas si vous avez vu je crois que c'est Uber qui a les annonces d'Uber là cette semaine qui sont assez folles de se dire en fait est-ce qu'on ferait pas parler tous nos chauffeurs qui sont en attente d'une course, est-ce qu'on les ferait pas parler à un téléphone pour comprendre un peu leur journée de travail, pour comprendre les sentiments, pour comprendre un peu de la data qui est hyper qualitative pour le coup, qui est pas que du texte, et en fait on fait du pure data labeling et on utilise ces data pour revendre et le annoncer clairement pour déjà faire passer du temps et faire gagner de l'argent aux chauffeurs, mais surtout nous derrière pour revendre ça à des boîtes d'IA. Il doute de rien là. En fait, ce qui est taré dans ce que tu es en train de décrire, Martin, c'est que moi j'ai l'impression d'une forme de suicide collectif là. C'est ce que vous me dites. C'est une sorte de suicide cognitif. C'est très français ça. Pas mal, non? C'est français. Ouais, écoute, je vais faire un tour là dans la forêt magique. Laisse-moi mettre ma tenue de lutin. Il est pas resté assez en Silicon Valley, il s'est fait trépaner par les Français. Non, mais je me fais l'avocat du diable parce que je sais que les gens vont penser ça et ils ont raison quelque part, Kevin, de penser ça. C'est que, est-ce qu'on n'est pas en train d'abandonner la seule chose qui nous reste? C'est-à-dire que oui, on est des excès, ces modèles ne sont intelligents que parce que nous l'avons été ou que nous le sommes. Et ils le continueront à l'être si on continue à l'être nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser. Là, il y a quelques doutes là-dessus parce que on se dit peut-être qu'ils vont être capables de raisonner eux-mêmes. Mais est-ce que là, quelque part, on n'est pas en train d'accélérer notre perte, c'est-à-dire le seul truc qui nous reste, si on file toute cette expertise. Mon problème, c'est pas de le filer à l'intelligence artificielle. Mon problème, c'est de le filer à OpenAI, quoi. Tu vois, c'est de le filer à une boîte, quoi. Tu vois, moi, je pense que ce qu'il faut donner, c'est toute cette expertise, machin. J'aurais aimé un projet un peu à la Wikipédia, tu vois. Et d'ailleurs, Wikipédia, j'ai reçu leur demande de dons là encore ce matin. Et les mecs se sont endormis, hein. Ils ont pas du tout compris le virage de l'intelligence artificielle. Je sais même pas si je vais leur donner le pognon que j'ai l'habitude de leur donner tous les ans. Parce que je suis désolé, mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est dans un Wikipédia, tu vois, décentralisé, ouvert, open, transparent, qu'il faut mettre cette expertise-là. C'est pas dans Mercor. J'en ai rien à foutre de Mercor, moi. Ils font de la thune. Mercor va faire de la thune. Pour combien de temps, d'ailleurs, on n'en sait rien. Quand ils auront fini leur boulot, quoi, en fait, ça sera terminé. Moi, je pense que l'urgence, c'est de mettre cette expertise scientifique dans une
base de connaissances universelle et open et transparente. Ouais. Ça t'étonne, là, Kevin, que je dise ça? Non, ça m'étonne pas. Par contre, j'aimerais vraiment avoir l'avis, du coup, des gens qui sont embauchés par Mercor, en fait. Tu vois, parler à cet expert de physique, à cet expert de chimie, à ce PhD, etc. Il gagne 65, 85 euros de l'heure, là. 85 dollars de l'heure, là. Non, je finance beaucoup de devs qui font ça. Et en gros, ils disent, moi, je finance beaucoup de très bons devs qui font ça. Et on leur explique ce qu'on fait. Écoute. Et hier, je faisais un off the record. Il va sortir. Il est monumental avec Frédéric Nema, que tu connais, Kevin, qui a eu un passé. Il a été reporter de guerre et ensuite il est devenu photographe et journaliste ici aux États-Unis. Il a filmé l'Amérique. Enfin, tu vois, il a vraiment fait des reportages sur l'Amérique, mais l'Amérique profonde. Et vous allez voir, vous allez me dire, putain, le grand écart. Mais vous allez tout de suite comprendre. Il me parlait de Bonnie Ranch, qui est un bordel très connu aux États-Unis, dans le Nevada. C'est le bordel le plus connu aux États-Unis. Et il a fait un reportage, il est resté 5 jours dans ce bordel. Donc une maison close. Hein. C'était il y a quelques années. Et il me disait, les filles qui se prostituaient n'étaient pas... Enfin, c'était des filles normales. Il y avait par exemple une flic qui venait et qui était là pour quelques mois avec son mari. Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle avait accumulé énormément de dettes. Et qu'elle avait un crédit history pourri, machin, tout ça. Et donc, elle venait, tu vois, se prostituer pendant quelques semaines avec son mari, tout ça, pour rembourser ses dettes. Et là, vous voyez mon grand écart, c'est que ce mec-là, cet expert scientifique, cet expert chimie, moi, je connais les États-Unis, la dureté sociale ici des États-Unis. Pour 85 balles et rembourser les conneries qu'il a fait avec sa credit card, il va le faire. Je peux te le dire. Moi, je le pense que c'est ça leur market à Mercor. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Non? Moi, je suis pas d'accord. Ok. Alors, il y a mais pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais en fait, ce que je veux dire, je juge pas. Hein. J'en discute un peu au niveau philosophique. Et en fait, ce que disent les devs, moi qui bosse, c'est ils disent, en fait, l'IA, tout le monde a compris que quand tu l'entraînais sur un sujet, elle devenait meilleure. Et du coup, tout le monde dit, mais moi, si l'IA était à mon niveau, ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite sur mon taf et de faire encore des trucs. Tu sais, les gens qui sont à la frontière, ils disent, de toute façon, l'IA, j'avance aussi vite que l'IA me rattrape. Parce qu'en fait, grâce à l'IA, je vais plus vite. Du coup, je peux faire des trucs plus complexes. Et du coup, je suis en permanence en train de tomber sur des trucs que j'arrive pas à faire. Les gens qui sont très bons sur leur domaine, ils sont hyper excited parce que ça lui libère du temps pour faire des trucs encore plus challenging. Les meilleurs développeurs que je connais, ils me disent, mais moi, si tu m'enlèves l'IA demain, j'aurais l'impression que tu m'enlèves une partie de moi. Tu sais, il y a vraiment une sorte de fusion. Il y en a beaucoup qui parlent de fusion. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types. Il y a les personnes qui savent qu'ils peuvent courir devant la vague et ils savent que comme l'IA peut pas, a priori, apprendre d'elle-même pour l'instant avec cette technologie, ils peuvent continuer à courir devant la vague pendant longtemps. Et ceux qui se sont fait rattraper et qui, en fait, ont bossé pendant 1 an et demi en freelance mais ont détruit leur taf. Mais encore une fois, hein, ce que je dis, c'est moi, il y a aucun problème. Mais je pense que le vrai projet, et c'était d'ailleurs là-dessus sur cette thèse-là qu'OpenAI, et d'ailleurs Musk avait voulu financer OpenAI à la base pour ça, c'est que ça devrait être open, bordel. C'est-à-dire que cette connaissance, comme les universalistes à leur époque, l'encyclopédie, c'était l'objectif, c'était d'enfermer de la connaissance dans un réceptacle, mais pour que ce réceptacle et ce livre et cette encyclopédie soient consultables par tout le monde et pas qu'on en fasse un business qui soit entre les mains de quelques sociétés. C'est ça ce qui me dérange. J'ai une théorie là-dessus, c'est que vu qu'on a quand même un sujet de distillation, on est capable de copier, tu vois. Comme disait Luc Julia, c'est le mec qui va au cinéma avec sa caméra. Avec son caméscope, ouais. Avec son caméscope, pardon, c'est moins bien que si t'as le truc en HD. Mais aujourd'hui, en fait, tous les modèles qui sortent, même les concurrents qui sont loin, avec des méthodologies de distillation, ils arrivent à faire qu'ils sont à 90-95% de l'efficacité. Ce qui fait que oui, mais ceux qui le font, c'est les Chinois hein, pour le moment. Donc moi, ça me rassure pas non plus énormément. C'est-à-dire que ceux qui font ce travail, effectivement, le mieux de distillation et de distribution de ça au modèle en mode open source, c'est la Chine. Voilà ce que l'Europe doit faire, bordel. C'est vrai ça. C'est ça. C'est l'alternative, elle est là. On l'a trouvée. Ouais. C'est prenez le savoir, parce qu'en plus tout ce savoir, c'est
non, mais tout ce savoir, c'est nous qui l'avons créé depuis des centaines et des siècles. C'est l'Europe qui a créé en grande partie ce savoir-là. Donc, il nous appartient. C'est ça ce qu'on devrait faire. On devrait faire le prochain pivot de Pernod Ricard, c'est la distillation de modèle IA. Il y a du boulot. Martin, on va passer à l'étape truc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu n'as pas beaucoup parlé. Ouais, je dis juste, c'est marrant sur Mercor quand même de voir des gens. Je sais pas jusqu'où ça irait. Tu parlais des prix un peu auxquels étaient rémunérés un peu ces gars-là. Je trouve que c'est pas très élevé. C'est plutôt pas très élevé. Jusqu'à $200 de l'heure sur les offres publiques, mais ça peut monter. Mais même $200 de l'heure, il a raison, Martin. C'est pas grand-chose. Qui est pas hyper élevé. Tu te dis jusqu'où on sera prêt à payer pour l'expertise des gens et quand est-ce que les gens vont se dire j'ai mon expertise ultra nichée. OpenAI me l'achète 1 million d'euros par an versus si je vais dans un autre cabinet ou dans une autre boîte autre que IA Data, je vais peut-être pouvoir vendre mon expertise dans un hôpital 10 millions d'euros par an. Et là, quand on voit Mercor, on se rend quand même compte que c'est des gens qui sont prêts à vendre leur expertise pas trop cher pour que l'expertise se commoditise. Je sais pas si c'est en français. Non, c'est pas ça, Martin. C'est que tu oublies le contexte américain. C'est que les gens doivent un paquet de pognon. Ils sont endettés. Les Américains sont... Exactement. Les gens sont endettés. Tu regardes là, je te montre les chiffres de remboursement et on a plein de défauts de paiement de cartes de crédit en ce moment aux États-Unis. Kevin, tu m'avais envoyé ce podcast génial là avec le mec qui parlait notamment sur les bagnoles, défauts de paiement des leases parce que toutes les voitures sont en lease. Les gens sont à l'agonie en termes de consommation et je pense que Mercor est en train de profiter de cette agonie et cette agonie, elle n'est pas simplement chez les ouvriers, elles sont chez les médecins dans tout un tas de domaines experts. Moi, c'est ça mon explication. Vous n'avez pas ça dans une moindre mesure, vous avez ça en France, mais aux États-Unis, c'est colossal. Ouais, c'est clair, c'est très différent. Et je pense que c'est que le début. Je sais pas si vous avez vu Brookfield, ce qu'a annoncé Brookfield avec c'est le plus gros propriétaire de logements dans le monde. Je crois ils ont 500 000 logements, quelque chose comme ça. Ils sont américains ou canadiens. Ils ont fait un partenariat avec Figure, la grosse boîte de robotique qui vaut elle aussi plus ou moins 50 milliards avec 0 chiffre d'affaires. Ils ont fait un partenariat avec Figure pour que Figure exploite toute la data vidéo mise dans les logements de Brookfield pour entraîner les robots, parce que les robots avec du texte c'est bien gentil, on les entraîne peut-être pas très longtemps en crawlant internet. Par contre, en regardant Géraldine se balader dans son appartement toute la journée, là on peut peut-être commencer à avoir de la data qui entraîne les robots. Et ils ont fait un vrai partenariat, ils ont déployé beaucoup d'argent. Et là aussi, on va voir qui est prêt à vendre des vidéos de lui en train de marcher dans son appartement pour payer son rent un peu moins élevé. Et ça va, aux États-Unis, plein de monde. Ouais. Et me permettre un comment émergent aussi, plein de monde. Alors, Kevin, ça c'est un de tes sujets. Là, on est dans ton domaine d'expertise, c'est la cybersécurité. Et c'est vrai que moi, je n'avais pas vu passer ce truc-là. Et alors, quand j'ai regardé cette news, j'ai eu l'impression de rentrer dans une sorte de roman d'espionnage. Donc, je fais le pitch. C'est F5 Networks. Je ne connaissais même pas cette boîte. Je suis désolé pour vous dire, mais c'est un géant mondial de la cybersécurité que je découvre. Qui vient d'annoncer que des hackers soutenus par un État, alors ça va être intéressant, on va voir d'ailleurs qui est cet État, avaient eu accès pendant une période plutôt longue et de façon persistante à leur système interne. C'est un peu gênant parce que F5 Networks, c'est censé protéger des sites ultra sensibles, à la fois des sites publics américains, de l'administration américaine, mais aussi des banques et des choses comme ça. Donc c'est pas rien comme nouvelle ce hack. C'est un truc de dingue. Si on le met sur des trucs moins techniques que F5, c'est qu'est-ce qui est plus simple, essayer de brute forcer toutes les portes du monde pour essayer de rentrer dans les locaux les plus compliqués, ou bien de trouver le fabricant de serrures pour avoir exactement le plan de comment les serrures sont fabriquées pour créer une petite clé qui va rentrer exactement au bon endroit. C'est ce qui s'est passé avec F5 Networks. Ils sont installés partout. C'est plus de 80% du Fortune 500. Ils sont dans les gouvernements. La plupart des applications tech ceux qui fabriquent les serrures, c'est ça ce que tu nous dis, quoi. Ouais, en fait, c'est la sécurité applicative. Donc, ils se mettent en amont, vraiment à l'entrée quand vous envoyez des requêtes vers ces services-là. Et en fait, donc vu qu'ils sont distribués partout, c'est un super endroit. On en a parlé, je crois qu'on en avait parlé il y a des mois de ça, de l'attaque contre Okta, et c'est un peu le même principe. Il y a un point unique à cibler, ces infrastructures-là. Et Okta n'avait pas été breaché, son code source, etc. C'était pas le sujet. Mais là, F5 Networks, c'est ça. C'est les gens sont rentrés dans F5 Networks.
ils ont récupéré le code source, ils ont réussi à récupérer toute la documentation technique. C'est littéralement le pire qui peut arriver parce que c'est quand on fait des attaques, ce qu'on appelle du penetration testing, des attaques de pen test. On a un mode qui est black box, c'est-à-dire on sait rien, on essaye de l'extérieur de rentrer, mais on ne connaît rien. On sait pas que la marque de la porte, on sait pas la marque de la serrure, on sait pas s'il y a 5 portes, s'il y a 10 fenêtres, on n'en sait rien. Ça, c'est la version black box, et la version white box, et on sait tout, et puis on essaye de rentrer spécifiquement sur les portes, on sait qui sont ouvertes, etc. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Ils ont tout. Donc, ils ont pu voir en avance pendant des années. Kevin, on parle de qui? C'est là, qui? Parce que là, dans le rapport, enfin dans le communiqué de presse, on dit des hackers soutenus par un État. Mais alors, bon, c'est qui? Bon, on sait que c'est pas la France. Apparemment, ce serait les Chinois, ouais. C'est les Chinois? Ouais, apparemment, ça serait les Chinois. Alors, on n'attaque pas, on pointe pas du doigt, mais ça fait partie, ça fait partie de ce qui se passe autour. Il y a peu d'informations qui ont vraiment précises, qui ont encore fuité. Il faut dire qu'ils marchent sur des œufs. L'attaque a une telle ampleur qu'en fait ils l'ont détecté en août, que ces hackers étaient dans leur système. On le découvre maintenant, mais ça a commencé en août. Parce que là c'est vraiment rare, le Department of Justice leur a demandé de ne pas faire l'annonce immédiate. Tellement c'était grave. Donc ils ont pas fait d'annonce publique. Apparemment ils ont travaillé directement avec les services de l'État américain, les services de sécurité pour justement aller patcher, aller remonter aux sources, etc. Quand on parle des attaques de nations comme ça, les nation states, on a un niveau de complexité absolument dingue. Il faut aller chercher l'artillerie lourde. C'est pas ton équipe de sécurité interne qui va tout faire. Donc là, il y a des experts qui sont venus. Je pense qu'ils ont discuté évidemment avec tous leurs clients en direct pour essayer de le patcher avant de faire l'annonce. Peut-être aussi pour ne pas réveiller, parce que comme ils se sont infiltrés profondément et de façon plutôt longue, peut-être que les Chinois, mais c'est là où je dis on est dans un film, là c'est incroyable, ils étaient déjà là et qu'on voulait pas montrer aux Chinois qu'on les avait vus, qu'ils étaient dans le bâtiment. Donc peut-être c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de communication officielle et que ça a permis d'aider à identifier éventuellement. Je dis les Chinois, on n'a pas la preuve, hein, mais qui est à l'origine de cette attaque? C'est peut-être ça le truc. J'en sais rien, je connais rien moi. Mais d'autant que ce qui se passe, c'est qu'une des méthodes, c'est pas forcément d'exploiter tout de suite le vecteur d'attaque. C'est-à-dire, on va créer les trous. En fait, vu qu'ils ont accès au code source, vu qu'ils ont accès à toutes ces informations, ils veulent garder ces informations le plus longtemps possible et le plus secrètement possible, ne pas les utiliser qu'en dernier recours, en fait. On a besoin de cette information. La seule manière d'avoir cette information, c'est d'utiliser la faille là. Alors, on va utiliser cette faille et espérer qu'on va pas se faire prendre. Comme ça évitera que cette faille se fasse patcher dans le futur. Et donc, possible qu'en fait, ces failles n'aient pas été grandement exploitées pendant cette période-là. Mais bon, là, on parle vraiment de hackers étatiques. Alors, la communication officielle affirme que, effectivement, F5 affirme n'avoir trouvé aucune trace de modification de son code, ni d'exploitation active de ses failles. Là, on est dans de la flûte de Pan. Je lis la phrase du communiqué de presse. Nous pensons que les mesures de confinement ont marché. Qu'est-ce que s'ils disent pas ça, s'ils disent pas ça, ils sont ruinés. Oui, parce que la boîte c'est une boîte de sécurité. Un bouillon, depuis. Ouais. Après, est-ce que ce serait pas une boîte qui a vendu leur code à un modèle parce que c'était du code hyper rare? Moi, je pense que Mercor is back. Non, mais je voudrais pas lier les deux sujets. Je dis juste que leur technologie. Il a raison, Greg. Est-ce qu'il n'y a pas un VP quelque part chez F5 Networks qui a merdé avec ses crédit cards? Ouais. Il a été à Vegas. D'accord, ils ont dit, c'est du code, mec, c'est du code en... Ouais, donne-le nous. Il y a de l'assembleur et du COBOL, c'est les plus chers, on te file 2 millions, tu nous files le code. Et après, ils l'ont vendu à une boîte d'AI, DeepSeek chinoise, qu'il a utilisé. Ben non, mais ouais, peut-être, hein. C'est possible. C'est assez marrant de voir que même des boîtes comme ça sont pas 100% safe et que derrière on interdit des outils comme ChatGPT et autres en pensant que c'est beaucoup trop risqué. Des fois, le truc classique que je vois en codir notamment, c'est n'utilise pas ChatGPT. Par contre, tiens, envoie-moi le bilan de notre client sur WhatsApp parce que je vais regarder un truc. Et là, tu te dis, si déjà on corrigeait tout ça,
ça réglerait beaucoup de Ouais. problèmes. Donc il y a le gros problème F5 Network qui est très macro, je dirais, mais en très micro, il y a tellement de petites failles de partout. En tout cas, Ouais. là aussi en France, je sais Il y pas a, si- il y je a sais un pas si autre c'est dans truc d'autres comme pays, ça qui est très drôle, c'est envoie-moi le mot de passe sur WhatsApp, mais surtout supprime tout de suite derrière, supprime Ouais. supprime Attends, le message. Et attendez, c'est sûr, ça marche, je suis en ça c'est sûr. Je suis en train de Supprimer. supprimer des messages. Par contre, je trouve que ça revient quand même à, c'est amusant, tu vois, parce que Peter Thiel nous disait, oui, guerre froide, etc. Et en fait, pour moi, on est clairement dans une guerre froide, sauf qu'elle se passe pas. Alors, il y a les sujets, il y a des militaires, il y a des gens qui meurent sur des fronts, il y a des opérations de guérilla, etc. Mais je trouve que tout ce qui se passe dans le cyberespace et aussi dans l'espace, d'une certaine façon, mais on va rester dans le cyberespace. En fait, c'est un sujet dont les gens sont un peu en mode, genre, ça ne se passe pas et on se rend pas compte en fait que c'est juste des méthodes de déstabilisation entre États. T'as ça sur les réseaux sociaux pour manipuler au maximum les démocraties, créer des rébellions, c'est de la désinformation. T'as ça au niveau des grosses entreprises pour récupérer des secrets d'État pour faire du leverage. Mais en fait, c'est juste des États qui se mettent sur la gueule, mais qui diplomatiquement peuvent pas monter au-dessus d'un threshold parce qu'une fois qu'on a passé ça, en fait, c'est plus une guerre froide, c'est une guerre globale. Et en fait, on voit que tout le monde joue à la limite. C'est un peu comme les Russes qui s'amusaient à faire sortir des sous-marins au large des côtes françaises. Si vous discutez avec des militaires, ils vous disent tous que, enfin, des militaires dans certains postes, etc., mais ils vous disent que les Russes, ils jouent et ils testent l'Europe. Et c'est ce qu'ils font exactement avec les drones. Et il se passe ça avec les drones et ils disent non, c'est pas nous. Il se passe la même chose dans le cyberespace. On dit c'est pas nous. Et je pense juste que c'est ces rares moments où toi, t'es sur la plage, ce communauté, et là, tu vois le sous-marin qui sort et tu fais what? Et je pense que c'est un peu ce moment-là, ce qui s'est passé pour nous. Pour reprendre ce que tu disais, Greg, c'est exactement pareil. C'est-à-dire aujourd'hui, quand la Russie va faire des tentatives de déstabilisation ailleurs dans le monde, elle le fait pas avec des uniformes russes et un drapeau russe sur l'épaule. Ils vont utiliser des mercenaires, des groupements non officiels, etc. On l'a vu en Afrique, on l'a vu un peu partout. Et c'est exactement ce qui se passe là-dessus, parce qu'en fait, on dit l'attaque vient de Chine, au sens où, mais c'est jamais, si tu veux, Mais c'est pas l'État chinois. C'est pas l'État chinois au sens officiel qui va le faire. On ne sait jamais vraiment. Et ça, c'est l'avantage du cyberespace, c'est que tout le monde opère avec sans uniforme et sans drapeau. Et d'ailleurs, si j'étais la Russie et que je voulais déstabiliser les États-Unis, faire une attaque en faisant passer pour des Chinois, c'est aussi une excellente stratégie. En fait, il y a aussi ce truc, c'est ce qu'on dit, c'est avec les uniformes. En fait, tu sais pas qui fait quoi à quel moment, et parfois c'est un autre État qui a un intérêt. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Sauf que la Russie, elle demande la permission à la Chine avant de faire quoi que ce soit. Oui, non, excusez-moi, c'était un très mauvais exemple. Ouais, mais c'est un mauvais exemple parce que d'ailleurs, justement, et c'est ce qui est en train de sauver Taïwan, c'est-à-dire que c'est la Chine qui a demandé à la Russie d'aller faire chier en Ukraine, ce qu'il attendait, ça les arrangeait bien, mais ça permettait de tester justement l'Occident et ils ont vu les résultats avec l'Ukraine et ce qui va parce que en ligne de mire, la Chine, ce qu'elle voulait savoir, c'est est-ce qu'on peut envahir Taïwan? La réponse est visiblement non, pas encore. Donc ouais. Mais c'est super intéressant parce que j'ai eu Yasmine Douadi qui est responsable de Risk Intel Media. Tu la connais, Yasmine, Kevin? Je la crois, ouais. Et elle est super, elle est super smart. En plus, une fille qui n'a pas fait des études, elle m'a expliqué, c'est pas une techos. Comme tu disais, Martin, c'est pareil. Elle sort d'un truc de business, mais elle est super pointue sur son truc et quand tu parles avec elle, tu te dis, c'est vraiment une guerre froide. Il se passe vraiment quelque chose au niveau géopolitique et c'est fascinant. Il y a pas encore assez de littérature et de tu vois, un truc comme le Bureau des légendes sur ce sujet-là, tu vois, une sorte de série, ça serait génial. Mais la diplomatie des cyberattaques, la diplomatie des drones. La diplomatie des drones, c'est un peu nouveau, mais je trouve que c'est des sujets qui en effet sont pas. C'est des sujets dont on parle encore assez peu. En tout cas, les gens le voient pas comme ça. Ils se disent, ils ont pas ce truc de, ils arrivent pas forcément à remettre ça dans ce grand contexte. Après, il y a sûrement des gens qui connaissent beaucoup plus que moi, mais. La violence des attaques, pour moi, on a quand même dépassé le stade de la guerre froide. C'est vraiment des guerres actives. Quand on voit un système comme ça,
La seule point, c'est que là-dessus, il n'y a pas d'impact en fait. Ils ont été cherchés, ils ont essayé de mettre des failles, etc. Ils se sont fait prendre. Il n'y a pas eu d'attaque au sens une centrale électrique qui a été fermée, un hôpital qui a été arrêté, etc. Ça, hein, c'est les data centers qui seront bombardés en premier, hein, je pense. Et puis, je pense que c'est tout le point, c'est qu'il y aura même pas besoin de les bombarder en fait. Ah oui. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, pour lancer la boîte dans le chaos, on va hacker de l'intérieur, exactement. Attendez, on va mettre 10 000 milliards dans des data centers, ils ont même pas besoin de les bombarder. Ils seront pas sécurisés. Bon les gars, c'était cool. Merci d'être passé par Silicon Carnet. Merci de vos inputs. C'est toujours un régal de discuter avec vous. Martin, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir, c'était top. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Silicon Carnet jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur YouTube et aussi en podcast. Merci de votre fidélité. Pensez à liker, faites des commentaires, on lit tous vos commentaires, on vous répond s'ils ne sont pas cons, parce que des fois vous avez des commentaires, il y a certaines personnes qui viennent faire des commentaires vraiment très cons. Alors celle-là, on ne répond pas, mais si vous avez envie de discuter de façon polie et honnête avec nous, on est ravis de ça, et donc on répond à tous vos commentaires. Et puis rendez-vous mercredi pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Allez, hasta luego amigos, bye bye, ciao.